Welcome back, ça y est, c'est parti pour notre deuxième partie. Donc on avait terminé notre brève histoire des antibiotiques sur le prix Nobel donc de Salman Waxman en 1952. Et donc on avait dit qu'on allait passer à la partie un peu plus technique, ensuite laboratoire. Juste avant ça, j'ai oublié dans la diapo précédente de vous présenter la bibliographie pour ceux que ça intéresse. Donc une grande partie de cet exposé est issue d'un ouvrage donc, qui s'appelle L'histoire des microbes par Patrick Berch, publié donc en 2007. Vous trouverez également pas mal d'infos donc, sur le site de l'American Chemical Society, donc sur une page web ici qui reprend pas mal des étapes de l'histoire de la pénicilline notamment, et puis bien sûr divers articles Wikipédia qui sont assez bien faits sur le sujet, pas tous, il y a quelques petites erreurs, mais globalement vous apprendrez plein de choses si vous avez envie de vous amuser à aller un petit peu plus loin sur cette histoire-là. Voilà, alors, bon, j'ai écouté la première vidéo pendant la pause. Au niveau du son, c'est pas terrible, je suis désolée, mon ordinateur galère un peu, il fait beaucoup de bruit avec son ventilateur, donc j'espère que ce sera quand même de qualité suffisante. Si c'est vraiment pas suffisant, vous me direz, et puis on verra si je peux faire une autre version un peu meilleure. Alors, donc on va terminer pour aujourd'hui, donc sur la partie pratique. Donc, notre travail par la suite, ça va être de réussir à déterminer pour une bactérie donnée si elle est ou non résistante aux antibiotiques. Donc vous avez vu en TP un petit peu toute la démarche d'identification des bactéries. On reçoit un prélèvement, on fait différentes analyses, on l'isole sur un milieu gélosé pour obtenir des souches pures. Et puis donc à partir de ces souches pures, on va procéder à différents tests et différentes cultures qui vont nous permettre d'identifier la bactérie. Dès lors qu'on connaît l'espèce de la bactérie, eh bien on va souvent se poser cette question dans le domaine médical. Est-ce que ma bactérie est sensible ou non à tel ou tel antibiotique, de façon à faire les meilleurs choix possibles lors du traitement du patient. Pour traiter un patient avec un antibiotique, donc on va mettre en place différentes méthodes pour déterminer certains paramètres. Alors, les paramètres donc, vous sont illustrés sur le schéma ici. Donc, pour ce schéma, c'est un suivi du nombre de bactéries au cours du temps. Donc, le nombre de bactéries au cours du temps se suit assez facilement en culture liquide, tout simplement en mesurant la turbidité du milieu. Donc, on passe le milieu au spectro et on regarde donc si c'est plus ou moins trouble. Donc, on regarde l'absorbance. Donc cette absorbance au cours du temps, le nombre de bactéries est directement lié à l'absorbance au cours du temps. Si on fait une culture en conditions normales, c'est ma première courbe ici, donc une culture sans antibiotiques d'une bactérie qu'on vient d'identifier, mettons un Staphylococcus aureus par exemple. On le met en culture. Au départ, il y a une phase de latence, le temps que la bactérie rentre dans une phase de multiplication. Et puis, lorsque la phase de multiplication est lancée, on va avoir une croissance de type exponentiel. Enfin, lorsque les ressources du milieu sont épuisées, on va avoir un plateau. Puis, si on allait plus loin, on verrait même éventuellement parfois la population rediminue. Donc, ça, c'est le cas normal d'une culture de bactéries dans un tube sans antibiotiques. Dès lors qu'on va rajouter des antibiotiques, alors là on a des unités arbitraires puisque c'est vraiment un exemple théorique. Donc mettons qu'on ait une concentration en antibiotiques égale à 1, une unité arbitraire, et bien cette petite concentration d'antibiotiques va inhiber un petit peu la croissance de la bactérie. Donc on la met en culture, on attend, donc ici dans l'exemple j'ai mis 24 heures, ça peut différer en fonction des bactéries et des normes. Donc on la met en culture et on voit apparaître la croissance exponentielle, mais un petit peu plus tard parce que en fait l'antibiotique, la molécule d'antibiotique aura inhibé la croissance. Et puis si on augmente de plus en plus cette quantité d'antibiotiques, eh bien on va voir donc que cette croissance sera de plus en plus inhibée. On définit théoriquement une concentration en antibiotiques que l'on appelle la CMI pour concentration minimale inhibitrice. C'est la concentration d'antibiotiques à partir de laquelle, lorsque l'on met en culture, donc les bactéries, ici souvent la norme c'est 10 puissance 6 bactéries par ml au départ, donc on met une culture de bactéries, on part d'une concentration de 10 puissance 6 bactéries par millilitre de culture,
Et si on revient au bout d'un certain temps, 18 à 24 heures, eh bien, on aura eu une croissance nulle, c'est-à-dire qu'il y a autant de bactéries que ce qu'on avait mis au départ au bout de 18 à 24 heures de culture. Donc cette concentration en antibiotiques qui fait qu'il n'y a pas de croissance, en fait, concrètement que la concentration en bactéries reste la même, eh bien c'est ce qu'on appelle la concentration minimale inhibitrice. Donc elle inhibe la croissance de la bactérie, mais elle ne tue pas les bactéries. On a toujours 10 puissance 6 bactéries vivantes par millilitre en fin de culture. Donc ça, c'est la concentration minimale inhibitrice. On verra à quoi elle sert tout à l'heure. Si on continue à augmenter notre concentration en antibiotiques, mettons 3, 4, etc., si je reprends mes exemples tout à l'heure, eh bien on va voir au bout d'un moment, quand on a dépassé la CMI, eh bien que cette concentration en bactéries va baisser au cours du temps. Et plus on augmente la concentration d'antibiotiques, plus cette concentration en bactéries vivantes baissera au cours du temps. Il existe une deuxième grandeur importante, qui est la CMB, pour concentration minimale bactéricide. Cette concentration d'antibiotiques fait qu'au bout, toujours à l'issue des 18 à 24 heures de culture, eh bien, donc pareil, ça dépend des normes, on aura donc cette fois-ci 10 puissance 2 bactéries par ml. Et donc, concrètement, on aura divisé par, je laisse réfléchir, très bien, on aura divisé par 10 000, bravo, vous l'aviez trouvé. Donc, le nombre de bactéries est divisé par 10 000 en 24 heures de culture. Donc ça, c'est la CMB, pour concentration minimale bactéricide. Là, on estime qu'avec cette concentration en antibiotiques, eh bien, on va tuer les bactéries et non plus juste les inhiber, puisqu'on aura divisé donc leur nombre par 10 000 en l'espace d'une journée de culture. Ces deux concentrations, eh bien, elles sont importantes en fonction des patients que l'on souhaite traiter. Si on a un patient dont le statut du système immunitaire est normal, généralement, traiter un patient de façon à ce que la concentration en antibiotiques dans son corps soit égale environ à la CMI sera suffisant pour que le patient réussisse à maîtriser cette infection, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'a plus une augmentation du nombre de bactéries au cours du temps, eh bien le système immunitaire pourra éliminer l'infection. Donc la CMI, c'est la dose minimale que l'on doit trouver dans un corps de patient traité si celui-ci a un système immunitaire efficace. Dans le cas d'une personne qui aura une déficience immunitaire, eh bien, on va plutôt viser pour le traitement donc d'avoir une concentration corporelle aux alentours de la CMB, de façon à ce que cette fois-ci ce soit vraiment l'antibiotique qui élimine la bactérie et non plus le système immunitaire, puisque cette personne est immunodéficiente. Vous me direz, mais pourquoi ne pas utiliser systématiquement la CMB? Comme ça on est sûr, on se débarrasse des bactéries et on est tranquille. Eh bien tout simplement parce que souvent ces molécules antibiotiques, elles ont des effets un petit peu délétères, elles vont être en fait toxiques à haute dose, et donc plus on met des doses hautes et plus on risque d'avoir d'effets secondaires sur les patients. Donc il faut en fait trouver la bonne dose. Donc nous en TP, eh bien, nous ferons une détermination de CMI, donc nous on cherchera uniquement la CMI, on fera une détermination de CMI en TP en culture liquide, on mettra des bactéries en culture en présence d'une gamme de concentration en antibiotiques et on regardera à partir de quelle concentration on n'a plus de croissance bactérienne au cours du temps. Donc ça c'est pour la CMI en milieu liquide. Ceci étant, c'est un protocole qui peut être parfois un petit peu lourd puisqu'il faut faire autant de cultures bactériennes que de doses d'antibiotiques que l'on veut tester. Et ça au laboratoire ça se fait bien sûr, ça se fait en microplaques, mais c'est relativement lourd en termes de manipulation et de matériel. Il y a d'autres méthodes qui permettent de déterminer la CMI, et ceci donc de façon plus simple à mettre en œuvre. C'est la petite image que vous avez en haut de mon écran depuis le début là. Et donc on va voir un petit peu comment on fait en fait donc ce qu'on appelle les antibiogrammes. Ça c'est un antibiogramme, ce que je vous ai présenté c'était en milieu liquide. Maintenant on va voir l'antibiogramme en milieu solide. Donc l'antibiogramme en milieu solide, donc ici vous avez une image d'une boîte de pétri sur laquelle on a réalisé un antibiogramme, et en fait ça se base sur la technique de Fleming. Ça vous rappellera peut-être ce schéma, les petits trous dans la gélose. Au lieu de faire des petits trous dans la gélose, eh bien on dépose des pastilles à la surface de la gélose. Donc ces pastilles de papier un peu buvard sont imbibées de la substance antibiotique
et donc vont diffuser dans la gélose en inhibant plus ou moins la croissance des bactéries au contact de la pastille. Donc pour bien expliquer le principe et comment on en retire des informations au niveau médical, voici ici donc le schéma sur lequel on va travailler à la diapo suivante, à savoir une boîte de pétri dans laquelle on a mis une pastille d'antibiotique au centre de la boîte. On a toujours le même montage, mais cette fois-ci, vue de profil. Donc ici, vous voyez votre boîte de pétri, une vue en coupe de profil avec la petite pastille d'antibiotique qui se trouve ici. Donc, la mise en œuvre, on a une boîte de pétri, on étale à la surface de cette boîte de pétri une suspension ou un inoculum bactérien. On dépose ensuite la pastille sur la boîte et le lendemain, on vient regarder la taille de la zone d'inhibition, donc le diamètre d'inhibition autour de la pastille. Pourquoi ce paramètre, ce diamètre est intéressant et comment on va l'exploiter? Eh bien tout simplement parce que des mesures ont été faites, des modélisations ont été faites qui permettent de connaître la concentration en antibiotiques en fonction de la distance par rapport au centre de la pastille. Ici, vous avez donc la courbe ici représente la concentration en antibiotiques en fonction de la distance au centre de la pastille. Concrètement, en TP, nous mesurerons le diamètre, mais c'est bien sûr directement proportionnel au rayon, donc à la distance par rapport au centre de la pastille d'antibiotiques. On regarde la taille de la zone d'inhibition, on voit donc que toute cette zone-là, les bactéries n'ont pas poussé, et puis ici, à partir de là, ce que j'ai représenté en gris, c'est la couche de bactéries, à partir de là, les bactéries ont poussé. Eh bien, à la limite, entre cette zone où ça ne pousse pas et cette zone où ça pousse, eh bien, la concentration en antibiotiques, c'est la CMI. Et oui, parce qu'on a expliqué tout à l'heure, sur la figure précédente, que ici, la CMI, c'est la concentration en antibiotiques à partir de laquelle il n'y a pas de croissance bactérienne. Si on a moins d'antibiotiques que la CMI, on a croissance. Si on a plus d'antibiotiques que la CMI, il n'y a pas de croissance. Donc pour revenir à notre exemple ici, la concentration antibiotique est trop élevée. On a plus d'antibiotiques que la CMI, il n'y a pas de croissance. Alors qu'ici, la concentration en antibiotiques est inférieure à la CMI, ce qui fait que les bactéries peuvent pousser. Alors évidemment, elles pousseront mieux ici que là. C'est assez schématique ce que j'ai montré. Donc, dès qu'on voit la zone où il n'y a pas eu croissance, eh bien, on sait que ici, exactement pile poil à la limite entre les deux, on a la concentration d'antibiotiques qui est égale à la CMI. Évidemment, on ne va pas aller ensuite mesurer exactement la concentration d'antibiotiques dans la gélose à cette dose-là. On a des tables, qu'on appelle des ABAC, qui permettent de faire le lien entre la taille du diamètre de la zone d'inhibition et la concentration en antibiotiques présente à cet endroit-là. Pour bien sûr que ça fonctionne, il faut suivre des protocoles normalisés avec une dose d'antibiotiques normalisée dans la pastille. On achète les pastilles toutes faites. Et la composition du milieu est également normalisée, sinon bien sûr ça ne fonctionne pas. Donc voici un exemple d'ABAC. Donc on va y aller progressivement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet exemple. Donc ici on est sur l'exemple de l'amoxicilline. Donc on va tenter de déterminer la CMI pour l'amoxicilline sur une bactérie donnée. Pour cela, on va mesurer D, le diamètre de la zone d'inhibition, en millimètres. Et ce diamètre, eh bien, on va pouvoir le comparer à des concentrations critiques. Donc concrètement, si par exemple j'ai, mettons, je sais pas moi, une trentaine de millimètres de diamètre dans ma zone, donc ici, je suis ici, d'accord, c'est une échelle graduée de 0 ici jusqu'à, pas très précis à la fin, mais on va dire croissante de la droite vers la gauche, qui est peut-être un peu contre-intuitif, eh bien voilà, si je suis à 30 mm de diamètre, je suis quelque part ici, eh bien la concentration d'antibiotiques de mon milieu, elle sera autour de 1 à 2 mg par litre. D'accord ? Si mon diamètre maintenant est de 8, ma concentration d'antibiotiques dans cette zone-là est de 16 mg par litre, etc., etc. Donc on fait correspondre la taille de la zone d'inhibition avec des concentrations en antibiotiques, et on voit que plus on s'éloigne du centre de la pastille, d'accord, plus on est loin ici, plus on va vers la gauche, et plus la dose d'antibiotiques diminue, d'accord, ce qui est normal, plus on s'éloigne du centre de la pastille, plus la dose d'antibiotiques dans la gélose est faible.
ces doses, donc ces CMI, on ne va pas forcément les déterminer précisément. Vous voyez que ce n'est pas gradué très précisément. Donc si j'ai 16 par exemple en diamètre, eh bien je ne saurais pas exactement quelle est ma valeur de CMI. Je sais que je me trouverai aux alentours de 8, mais voilà, je n'ai pas une valeur très précise. En fait, ce que l'on cherche à faire, c'est de comparer la CMI à deux valeurs de concentration importantes, que sont la concentration, donc les concentrations critiques supérieure ou haute, grand C, et la concentration critique inférieure ou basse, petit c. Alors, qu'est-ce que ces concentrations critiques? Pas facile, donc si vous avez un petit souci, vous revenez en arrière, vous réécoutez bien. Donc les concentrations critiques, ce sont les concentrations importantes par rapport au traitement du patient. Concentration critique haute, c'est une concentration à partir de laquelle, historiquement en tout cas, on estimait que les effets secondaires étaient trop importants, que c'était trop toxique, on ne peut pas donner une concentration d'antibiotiques supérieure à grand C pour un patient. La concentration inférieure, concentration critique inférieure ou basse, c'était donc une concentration où on estimait qu'il valait mieux éviter de donner cet antibiotique, peut-être parce que ça faisait apparaître des effets secondaires importants, ou parce que ça montrait que la bactérie était en train de s'adapter à l'antibiotique et de devenir résistante. Ces concentrations donc, critiques permettent de définir trois zones. Si la bactérie est sensible à l'antibiotique, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa CMI, en fait, elle est inférieure à la concentration critique basse. Donc si la CMI est dans la zone verte, si votre diamètre est grand, si la bactérie est très inhibée dans sa croissance par l'antibiotique, eh bien on dit que la bactérie est sensible, sa CMI est inférieure à petit c, et ici petit c est égal à 4. Donc dès lors que le diamètre d'inhibition est supérieur à 29 mm, dès que la concentration minimale inhibitrice est inférieure à 4, alors on peut considérer que la bactérie est sensible et on va traiter donc le patient avec cet antibiotique à une valeur proche de petit c pour être sûr que cela fonctionne. Lorsque la CMI est supérieure à la concentration critique haute, on est dans la zone rouge, on estime que la bactérie est résistante, donc ça, dans ce cas là, de l'amoxicilline, ce serait pour un diamètre inférieur à 8 mm. Dès que le diamètre est inférieur à 8 mm, pas de doute, on est donc dans la zone de résistance, on considère qu'on ne peut pas traiter cette bactérie à l'amoxicilline. Et ensuite, il y a une zone qu'on appelle I pour intermédiaire. Dans ce cas, la bactérie est relativement sensible, mais présente des caractéristiques de résistance. Et donc, on estime qu'on utilisera cet antibiotique uniquement si jamais on n'a pas le choix et s'il n'y a pas d'autres antibiotiques possibles. Donc, on considère que la bactérie est intermédiaire quand on doit donner une dose antibiotique qui est supérieure à la dose à laquelle apparaissent les premiers effets secondaires, ou enfin les effets secondaires graves, on va dire, ou si c'est quelque chose d'anormal. Ça, donc, c'était une vision un petit peu ancienne, on va dire, de l'antibiogramme. Aujourd'hui, on a des ABAC comme ça, mais qui, j'ai au moins les valeurs, mais qui ne correspondent plus simplement à un antibiotique, mais qui prennent aussi en compte la bactérie dont on parle. Certaines bactéries peuvent très bien avoir des doses, des CMI relativement élevées sans que ce soit marqueur particulier d'une résistance aux antibiotiques, alors que pour certaines autres bactéries, eh bien, le fait de voir la CMI déplacée vers la zone I peut être particulièrement préoccupant. Donc aujourd'hui, on interprète ceci, mais en fonction de l'identité de la bactérie, et ces valeurs de petit c et grand C ne sont plus uniquement définies par rapport au patient, est-ce qu'il y aura des effets secondaires ou pas, mais de plus en plus et même quasiment intégralement définies par rapport à la bactérie. Est-ce que c'est normal ou pas de voir ces valeurs de CMI et est-ce que c'est le signe de l'apparition d'une résistance ou non à cet antibiotique? Si la bactérie commence à sélectionner des gènes de résistance aux antibiotiques, eh bien, cela peut être particulièrement grave. Cela peut donner naissance ensuite à une souche qui va être très résistante et qui pourra se répandre et qui va être difficile à traiter chez d'autres malades. Donc dans ces cas-là, si on voit apparaître des signes de résistance, même s'ils sont faibles,
eh bien parfois c'est suffisant comme argument pour dire cet antibiotique n'est pas adapté, il vaut mieux choisir un antibiotique auquel la bactérie est parfaitement sensible et où il n'y a aucun signe inquiétant en termes de résistance. Voilà pour la théorie, et eh bien nous le ferons en pratique. Nous allons donc tester la résistance aux antibiotiques d'une souche de Staphylococcus aureus pour laquelle nous testerons donc 6 antibiotiques sur milieu solide et pour lesquels nous irons interpréter, donc savoir si l'on peut donner tel ou tel antibiotique en traitement aux patients. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Donc ce TD, comme je l'ai dit, est à mettre en relation avec le TP de la semaine prochaine et notamment la partie sur les antibiogrammes en fin de séance. Je vous remercie d'avoir suivi tout cela et à très bientôt en salle.